du premier ministre n'était pas fondé. Helena Georges avait été expulsée du Conseil des ministres, je vous le rappelle, et du caucus conservateur aussi, après que le premier ministre Harper ait eu vent de certaines allégations concernant l'utilisation de drogue notamment. Je vais en parler avec Daniel Leblanc, qui est journaliste au Globe and Mail et qu'on retrouve à Ottawa. Daniel, bonsoir. Bonsoir. D'abord, rappelez-moi les circonstances dans lesquelles Mme Georges avait été ni plus ni moins congédiée comme ministre et comme députée conservatrice. C'était au mois d'avril et ça allait déjà mal pour elle. Elle avait fait une sortie dans un aéroport à Charlottetown. Elle s'était emportée contre les employés. Il y avait des questions au sujet de ses dépenses électorales. Beaucoup de gens se posaient des questions. On l'a trouvé un peu diva à l'intérieur du Parti conservateur. Donc, ça allait déjà pas très bien pour Mme Georges. Et là, il y a eu des histoires au sujet de son mari qui avait été Rahim Jaffer, un ancien député conservateur qui avait été attrapé alcool au volant, ou plutôt vitesse, cocaïne. Et là, quand les accusations ont été laissées tomber contre M. Jaffer, il y a des journalistes de Toronto Star, entre autres, qui ont posé beaucoup de questions sur ses relations d'affaires. Et c'est là où toute la situation de Mme Georges, là, ça a déboulé, ça a mal été. Et en fait, c'est à ce moment-là, il y a un détective privé qui enquêtait M. Jaffer et ses partenaires, qui a amené de l'information au bureau du premier ministre Stephen Harper, et c'est là que tout s'est effondré pour Mme donc, M. Harper, face à ces informations-là, a pris deux décisions. D'abord, il a transmis ces informations à la GRC, et il a décidé sur le champ d'écarter Mme Georges. Finalement, est-ce qu'on sait quelle était la nature de ces allégations? On a, après le fait, l'impression que c'était finalement un peu mou. C'était très mou et c'était des allégations, toutes de seconde main, du oui-dire. Ça venait d'un détective privé, Derek Snowdy, un personnage coloré qui n'était ni sur Rahim Jaffer directement, ni sur Mme Georges. Et donc, c'était beaucoup de spéculations, c'était vraiment des informations très vagues. Ça a été rapporté à la GRC. Et là, ce que ça semble plus aujourd'hui, c'est que c'est un règlement politique, que c'est une façon facile pour M. Harper de se débarrasser d'une ministre qui lui posait des problèmes. Mais on a utilisé pour ça un moyen très fort qui était celui de dire qu'elle était sous enquête criminelle de la part de la GRC, ou que la GRC allait régler tout ça, que ces allégations-là étaient tellement importantes qu'il fallait référer ça aux policiers. Bon, alors maintenant qu'elle est blanchie, est-ce qu'elle pourrait réintégrer le caucus et éventuellement un conseil des ministres? Ça semble très peu probable que le cabinet du premier ministre Harper a dit clairement aujourd'hui la décision de la GRC, c'est une chose, elle demeure expulsée du caucus conservateur, donc encore moins de chances qu'elle réintègre un poste de ministre ou de ministre d'État comme elle était à l'époque. Et même, elle a été élue 2 fois sous la bannière conservatrice dans Simcoe Gray. Les chances sont très minces qu'elle obtienne de nouveau la nomination conservatrice. Je pense que le parti va tout faire pour la bloquer. On n'aime pas Mme Georges, on aime encore moins son mari. Un peu toute leur façon de faire, ce n'est plus criminel comme allégation, mais on dit qu'il y a d'autres choses, que c'était une série de circonstances, de personnalités qui font en sorte qu'elle n'est plus bienvenue. C'est ça, même s'il n'y a pas d'accusation criminelle contre elle, politiquement, elle est devenue un boulet pour Stephen Harper et il n'est pas question pour lui de la réintégrer. Vous avez fait allusion à son mari, Rahim Jaffer. Il en est où, lui, dans ses démêlés avec la justice? Ben, M. Jaffer aussi, selon son avocat, nous a écrit en fin de journée, un peu plus tard, 1 heure ou 2 après que les nouvelles soient sorties dans le dossier de Mme Georges, pour dire que M. Jaffer aussi a reçu un appel de la GRC aujourd'hui, comme quoi son dossier est fermé, qu'il n'y aura aucune accusation et que lui aussi a été blanchi. M. Jaffer, c'était des allégations, on peut dire, un peu plus précises, comme quoi il avait fait du lobbying non enregistré, qui est un trafic d'influence, qui a des connotations criminelles. C'était plus précis dans son cas. Dans les deux cas, les avocats de Mme Georges et M. Jaffer m'ont dit que la GRC n'a même pas cru bon de les interviewer, et donc ça démontre à quel point et on n'avait aucune information crédible ou de preuve à leur présenter ou à voir obtenir des clarifications que les enquêteurs ont déjà déterminé qu'il n'y avait plus besoin d'aller plus loin dans ce dossier-là. Ok, Daniel, je change de sujet parce que j'ai en main la lettre de démission de Mounir Sheikh. Les gens le connaissent peut-être pas, mais c'est le grand patron de Statistique Canada qui, en fin d'après-midi, a décidé de démissionner. Expliquez-nous pourquoi et quelles sont les conséquences de cette démission. C'est une démission fracassante. C'est très rare qu'un fonctionnaire quitte, normalement tout se fait
en silence, une démission, une retraite, et là, c'est vraiment fracassant. En gros, c'est un conflit ouvert entre le gouvernement Harper, le ministre de l'Industrie, Tony Clement, d'un côté, et de l'autre côté, Statistique Canada, une agence très respectée qui collecte de l'information des Canadiens à tous les jours. Et là, ça rapporte au recensement, donc la décision du gouvernement Harper, très contestée dans tous les milieux, dans plusieurs milieux, pardon, de mettre fin à un recensement obligatoire, le long formulaire qui est remis à 20% de la population. Ça va devenir volontaire, si on peut dire. On va en donner plus, mais c'est très controversé parce que beaucoup de gens pensent que ça va miner la qualité de l'information accumulée par Statistique Canada. Est-ce que ça va miner la crédibilité du gouvernement, cette démission? Ça devient très dur pour le gouvernement de continuer. Premièrement, qui va remplacer Munir Sheikh si le gouvernement maintient sa décision à l'égard du recensement? Il y a très peu de statisticiens crédibles à ce qu'on dit qui remplacerait M. Sheikh dans ces circonstances-là. Donc, si le gouvernement tient tête à Statistique Canada, qui va prendre la tête de l'organisation avec une crédibilité pour aller de l'avant? Très bien. Daniel, c'est là-dessus qu'on se quitte. Merci d'avoir pris la peine de nous parler ce soir. Merci. Notre problématique, c'est la problématique, dans le fond, de l'économie du Québec, et qui est touchée fortement. C'est une bien triste histoire qui nous rappelle à quel point il faut toujours être prudent, être vigilant avec de jeunes enfants. Un homme de Laval pourrait être accusé de négligence criminelle. Son bébé d'1 an est mort noyé vers 20h hier soir. Il l'avait laissé quelques minutes sans surveillance dans son bain. Je parle avec Julie Dufresne. Alors, tout indique, Julie, que c'est un accident, mais un accident qui pourrait être très lourd de conséquences. Oui, lourd de conséquences parce que vous l'avez dit, c'est un accident qui pourrait faire en sorte que le père peut être accusé de négligence criminelle causant la mort. Alors, c'est une accusation grave, évidemment, Sébastien, pour un événement qui, somme toute, s'est passé en quelques minutes. Alors, ce sera certainement lourd à porter aussi pour le père de famille qui a vécu cette triste histoire. Ça s'est passé à 20h hier soir, vous l'avez dit, il était seul à la maison, sa femme était à l'extérieur, il donnait le bain à ses 2 enfants, un garçon d'1 an et une fille de 2 ans. Il a quitté quelques minutes, semble-t-il, pour aller à la cuisine, préparer un repas. Et lorsqu'il est remonté, le garçon, l'enfant, en fait, était inconscient. Alors, c'est là que son voisin d'en face, à qui nous avons parlé aujourd'hui, il a entendu hurler. Il a vu sortir avec le bébé dans les bras, demander de l'aide. Et je vous invite à écouter la suite du récit. Monsieur qui est sorti avec son bébé dans les bras. Donc moi j'ai accouru et il m'a demandé d'aller à l'étage chercher son 2e enfant. Je suis monté à l'étage, son enfant était dans le bain. Donc j'ai récupéré l'enfant, je l'ai amené chez moi. J'ai essayé de la ramener, mais il a appelé des services d'urgence qui lui donnaient la manœuvre à suivre. Il était à l'intérieur de la maison, il essayait donc de réanimer son enfant. Mais je pense que ça n'a pas marché, malheureusement. Il a été paniqué, crié. C'est vraiment effroyable. C'est vraiment triste. Oui, c'est terrible. Et évidemment, on le sait, il ne faut pas quitter les enfants des yeux quand ils sont dans le bain, mais ça nous rappelle tragiquement ce conseil et cette consigne. Oui, et quelques statistiques, même si on ne veut pas faire de cette histoire une statistique, Sébastien, de 10 à 25% des noyades pour les poupons de 18 mois et moins surviennent dans la baignoire. Et de façon générale, la moitié des noyades chez les bébés surviennent au moment où ils sont laissés seuls. Alors oui, c'est important. Et la Croix-Rouge l'a rappelé aujourd'hui, évidemment sans blâmer les parents ici, a rappelé que c'est important de ne jamais laisser seul un enfant près de l'eau ou dans l'eau, que ce soit pour quelques secondes seulement. On écoute une courte parole.
Que ce soit une piscine, un bain, à partir du moment où ils sont sur le bord de l'eau, il ne faut jamais les quitter, qu'ils soient dans l'eau, il ne faut jamais les quitter des yeux. Il faut que ça prenne une adulte qui surveille les enfants en tout temps. Peu importe, je veux dire, on a oublié le savon, il nous manque une serviette, on a oublié quelque chose, on demande à quelqu'un d'autre d'y aller. Nous, on reste pour surveiller les enfants. Alors, Sébastien, c'est présentement un procureur, la couronne, qui a ce dossier entre les mains, qui devra déterminer si oui ou non il y a matière à porter cette accusation. Et chaque parent, elle l'a peut-être déjà fait, hein, soit laisser son enfant près d'une piscine, près d'un chien, dans un bain comme ça, et ça nous rappelle que ça peut avoir de très longues conséquences, et voilà. C'est très dommage. Merci beaucoup, Julie. Au revoir. Un peu plus dans l'émission, un portrait de l'énigmatique Alvin Green, un candidat démocrate au Sénat américain dont personne n'avait entendu parler jusqu'à récemment. Et au retour, 20 ans après la crise d'Oka, rien n'est vraiment réglé et un projet domiciliaire suscite de nouvelles tensions. L'Exxon Valdez, un drame écologique sans précédent. 38 500 tonnes de pétrole, 300 000 oiseaux morts, poissons contaminés. Et un drame humain.